Je voudrais en effet réfléchir avec vous à la question de l'impact du numérique sur l'exercice de nos libertés. Est-ce que ça les réduit? Est-ce que ça les modifie? Je commence par dire que ça les accroît dans un certain nombre de circonstances. Vous l'avez illustré en disant que, par exemple, pour les SDF, le fait de se retrancher derrière un anonymat du web leur permet de faire beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant ou dont ils étaient exclus. Donc je laisse de côté ce sujet-là, qui n'est pas le mien ce matin, mais juste pour que vous voyez aussi le verre à moitié plein le moment venu. Mais là, je vais plutôt regarder le verre à moitié vide, c'est-à-dire, est-ce que le numérique réduit nos libertés ? Ma première remarque que je vais illustrer par un exemple, c'est que le numérique en soi, c'est un outil et ça dépend ce qu'on en fait. Alors, prenez par exemple les géolocalisations de nos téléphones portables. C'est un formidable levier d'efficacité, d'amélioration de notre confort parce que, par exemple, vous prenez un système comme Waze, par exemple, qui est un GPS collaboratif. Ça vous permet de savoir quels sont les embouteillages sur votre trajet en voiture, d'optimiser votre route pour arriver plus vite au bureau. D'un autre côté, les événements récents, par exemple, nous ont montré que les manifestants ukrainiens qui manifestaient sur la place Maïdan ont reçu un SMS sur leur portable, un SMS amical qui disant « Nous savons que vous êtes en train de manifester, vous feriez mieux de rentrer chez vous ». Donc le même outil, la géolocalisation, permet tantôt de nous aider, tantôt de nous surveiller et de nous contraindre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de forces qui vont pousser à une certaine mise en conformité, si je puis dire, de nos comportements, et le numérique risque d'en être un outil. Alors, je vais l'illustrer par deux exemples. Il y a un grand débat en ce moment en Angleterre sur pourquoi on ne verserait pas les allocations aux personnes qui ont droit à différentes allocations sociales sur des porte-monnaies électroniques, au lieu de leur envoyer un mandat ou un chèque. C'est plutôt une bonne idée, parce qu'en tout cas, en termes de coût de gestion, ça serait beaucoup moins cher. Là où vient le débat, c'est qu'à partir du moment où vous versez les allocations sur un porte-monnaie électronique, vous pouvez contrôler leur usage. Dans la pratique, vous pouvez dire que le porte-monnaie électronique est désactivé pour certaines dépenses. C'est-à-dire vous ne pourrez pas acheter d'alcool, vous ne pourrez pas aller dans une salle de jeu. En fait, vous allez donc sélectionner les dépenses qui vous paraissent admissibles, alors qu'auparavant, la personne qui reçoit son allocation l'utilise. Certes, on lui recommande de l'utiliser à des fins vraiment nécessaires, mais à la limite, si elle l'utilise à autre chose, c'est sa responsabilité. Je prends un autre exemple qui est tous les systèmes par lesquels vous pouvez surveiller votre propre santé. Alors, en France, ça paraît un peu anecdotique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 1/3 de la population mesure quotidiennement, tous les jours, ses paramètres vitaux, son pouls, sa tension, sa santé. 95 millions d'Américains utilisent des applications de e-santé. Voilà. Donc, dans une certaine mesure, ça permet de surveiller sa santé, d'avoir une activité, une démarche préventive. Le seul problème, c'est qu'on a vu maintenant un certain nombre d'organismes de sécurité sociale qui disent vous savez quoi, à partir de maintenant, on vous remboursera vos frais médicaux seulement si vous-même faites votre part du boulot, c'est-à-dire vous avez une hygiène de vie correcte. D'accord ? Donc, ce que je voudrais illustrer, c'est que le numérique est un outil, encore une fois. Ça n'est pas parce que le numérique est là que ces démarches existent. Je vais donner des exemples en dehors du numérique pour illustrer ça. Je reviens sur le plan financier et l'utilisation des allocations que vous recevez. Il y a un autre cas très récent qui a été très intéressant là-dessus, c'est à la suite de la crise financière qui a été particulièrement sévère, comme vous le savez, en Irlande. Le gouvernement irlandais a voté une loi sur les faillites personnelles, qui voulait dire que si un ménage est surendetté, dans certaines conditions, il peut bénéficier de cette loi qui va permettre d'effacer ses dettes. D'accord ? Donc, voilà, on estime qu'il y a une crise financière tellement sérieuse qu'on va annuler les dettes d'un certain nombre de ménages. La seule chose, c'est que pour bénéficier de l'annulation de vos dettes, vous deviez prendre un engagement sur la discipline de gestion de votre budget et renoncer à toute dépense jugée somptuaire. Alors une dépense somptuaire, c'était envoyer vos enfants dans une école privée, avoir une voiture, sauf si vous habitiez vraiment tellement dans la campagne qu'il n'y avait pas de transport public, avoir un abonnement de télévision par satellite, partir en vacances à l'étranger. Enfin, il y avait une liste tout à fait précise de dépenses considérées comme somptuaires et vous deviez choisir. Soit vous ne voulez pas modifier votre train de vie, et bien tant pis, vous devriez rembourser vos dettes jusqu'à la fin de votre vie. Soit vous voulez bénéficier de cette loi qui efface vos dettes et dans ce cas-là, vous renoncez à ces dépenses.
Si je prends le domaine médical que j'évoquais à propos de ces applications de e-santé, ça fait assez longtemps que dans un certain nombre de pays, et y compris en France, certaines opérations ne sont pas accessibles aux patients qui ne prennent pas un certain nombre d'engagements ou certains remboursements. En France, il y a eu une grosse affaire sur le remboursement des machines qui vous aident à respirer si vous souffrez d'apnée du sommeil. Donc vous devez louer une machine qui vous aide à respirer la nuit, mais dont l'usage est assez désagréable. Alors la sécurité sociale arrête de vous la rembourser si vous ne pouvez pas prouver que vous utilisez la machine plus de 3 heures par semaine, plus de 84 heures par telle période, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le fait que la puissance publique essaie de normer nos comportements pour des raisons d'efficacité de la dépense publique ou d'optimisation de l'action collective n'est pas nouveau et existe aussi en dehors du numérique. Simplement, le numérique donne des outils qui rendent cette démarche beaucoup plus pervasive et beaucoup plus puissante. Et donc, j'aboutis à la même conclusion que M. Jacquemin, qu'il l'illustrait à travers les biais de confirmation dans toutes vos activités, mais d'ordre marchand et privé, ou voilà, on va vous recommander des choses semblables à celles que vous aimez déjà. Dans la sphère publique, et donc dans toutes les interactions dans notre vie qui concernent l'État-providence, notre comportement de citoyen, il y aura le même biais vers la conformité, qui n'est pas sous l'effet d'un État coercitif, qui est juste sous l'effet d'un État qui n'a plus d'argent, qui veut donc optimiser l'action publique et qui utilise pour cela les moyens que le numérique lui donne. Donc ce n'est pas le numérique en tant que tel qui réduit nos libertés, mais il donne un outil au gouvernement pour le faire. Un deuxième aspect que je voudrais mettre en évidence un peu plus rapidement, c'est l'Internet des objets. C'est-à-dire que notre vie courante est entourée d'objets qui deviennent autonomes. Et ça va pour le coup nous priver d'un certain nombre de libertés, parfois pour notre bien, mais quand même. Je vais l'illustrer par un exemple que tout le monde comprendra. Jusqu'à présent, si vous conduisez en voiture, voilà, vous savez très bien que le code de la route vous dit qu'il faut s'arrêter au feu rouge et ne pas dépasser telle limite de vitesse. Mais si par hasard vous êtes pressé, probablement ça vous arrive de passer au rouge ou de rouler un peu plus vite. À l'avenir, ça ne sera juste pas possible parce que votre voiture sera reliée à une signalisation au bord de la route qui dira que si la limite de vitesse est 90 km/h, ça va bloquer votre moteur à 90 km/h. D'accord ? Le pilotage électronique de votre voiture ne sera plus entièrement sous votre contrôle, il sera aussi sous le contrôle de la signalisation électronique qui sera sur le bord de la route. Donc ça, ce sera une restriction de liberté simplement par l'effet des algorithmes et des objets électroniques connectés avec lesquels nous vivrons au jour le jour. Je signale d'ailleurs qu'un grand sujet qui est en train d'émerger là-dessus, c'est de dire que de la même manière qu'on a eu une CNIL, qui continue à exister, pour protéger notre identité et nos données personnelles sur Internet, beaucoup de gens qui s'intéressent au secteur du numérique pensent que la prochaine grande bataille sera d'avoir une agence de certification des algorithmes. C'est-à-dire que tous ces objets connectés agissent en fonction d'algorithmes par lesquels ils ont été programmés. Et la question, c'est qui regarde ce qu'on met dans les algorithmes ? Pour l'instant, personne, si ce n'est la personne qui a connecté ça. Et ça se posera de manière très concrète quand, par exemple, vous aurez des voitures autonomes, les Google Cars qui se promèneront, qui se conduiront toutes seules. Il y a un sujet qui agite beaucoup la communauté là-dessus, c'est de dire, voilà, si la Google Car rencontre, par exemple, vous êtes dans votre Google Car, face à vous, sur un pont étroit, arrive un autobus chargé d'enfants, qui est conduit par un vrai humain. Il n'y a qu'un des deux qui peut passer, l'autre doit partir dans le fossé. Est-ce que l'algorithme de la Google Car décidera que c'est votre Google Car qui doit partir dans le fossé parce que dans le bus d'en face, il y a 20 enfants ? Ou est-ce que vous continuez à rouler parce que l'algorithme estime que vous êtes dans votre droit, c'est le code de la route, d'accord ? C'est l'algorithme qui va le décider. Donc si personne ne contrôle ce qu'il y a dans les algorithmes, on a un grand souci. Mais donc mon deuxième point, c'est notre liberté va être limitée par les objets connectés. Mon dernier point, c'est que quand on pense contrôle, surveillance, on pense soit à l'État, soit à des multinationales qui contrôlent et qui surveillent ce que nous faisons.
Mais ça n'est pas le cas. Alors, je suis contente que vous ayez cité Moser, c'est-à-dire, en fait, les parents veulent surveiller leurs enfants. Histoire de donner un exemple un peu différent, vous savez que maintenant, dans les stations de ski, on vous propose de mettre des puces dans par exemple, le forfait, la carte qui sert à vos enfants à prendre les remontes de pente. Comme ça, s'ils sont perdus sur les pistes, à la fin de la journée, vous savez où ils sont. Mais à partir du moment où on met des puces RFID à nos enfants quand ils sont au ski, pourquoi on ne les mettrait pas quand ils sont à Paris et qu'on veut savoir ce qu'ils ont fait de leur journée? Donc la question de la surveillance, c'est pas juste Big Brother là-haut quelque part, public ou privé, qui nous surveille. La question, c'est dans quelle mesure nous admettons l'autonomie des autres personnes? Dans quelle mesure nous admettons la prise de risque dans la société plutôt que la mise en conformité de tous les comportements avec un idéal que nous avons décrété. Alors le numérique nous donne davantage d'outils pour le faire, mais le problème n'est pas le numérique, c'est notre position vis-à-vis de l'autonomie et de la liberté des autres personnes. C'était mes 10 minutes ?